de la télévision. C'est parti. Donc je disais, durant le 4e trimestre 2025, comme sans doute la plupart d'entre vous l'avez vécu, on a traité du fascisme. En précisant qu'en mars, on a décidé de bouleverser l'emploi du temps et de faire une nouvelle réunion sur le fascisme, notamment après ce que j'appelle courtement les événements de Lyon et toute leur amplification et toute leur démonstration. Premier trimestre 2026, c'est la guerre. Et nous entamons avec le deuxième trimestre, à partir de mai, le débat, l'échange sur la paix. Comme vous l'avez lu peut-être dans l'invitation, je me permets de le reciter. Le poète irakien Salah Hamdani a dit « Là où on fabrique la guerre, je rappelle et je crois que la paix n'est ni faiblesse, ni naïveté, mais l'acte le plus courageux et le plus noble dans le monde. » Et bien ce soir, nous sommes au cœur de cette appréciation. Le débat, il a dit, le plus noble, etc., ajoutons, mais d'une urgence capitale. Nous avons fait appel à un homme que nous connaissons beaucoup ici, Daniel Durand, qui est à mes côtés. Daniel a été secrétaire général du Mouvement de la Paix de, je parle sous ton contrôle, de 1994 à 2002, je crois, et qui a occupé d'autres responsabilités, mais toutes depuis son jeune vie de militant, associatif, politique, etc. La paix a été au cœur de sa vie, si je puis dire. Il a été dans sa première partie de vie enseignant, mais après, il a fait la prouesse à 58 ans, je peux dire comme ça, de retourner à l'université, en gros. Oui. C'est ça. C'est encourageant de voir que des fois le professeur était plus jeune que l'élève. Donc nous avons Daniel Durand ce soir. Comme d'habitude, Gérard Blanchet enregistre la soirée, le débat, vos interventions, bien sûr celles de l'intervenant, seront envoyées à quelques 800 personnes. En plus de, mais j'en parlerai à la fin, de l'article dans La Montagne et sans doute des échos dans RND. Voilà. Daniel, si tu veux bien. Merci Pierre. Bonjour à toutes, à tous. Bon, je suis très heureux d'être à Montluçon parce que je ne suis pas complètement terre inconnue dans la mesure où je suis né, je suis un petit voisin puisque je suis né au Coteau, à côté de Roanne, donc pas très loin d'ici, et que j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à Charlieu. Donc il m'a valu d'ailleurs le plaisir de connaître au moins un des participants à cette époque, dans ces années 70, qui est l'ami Lucien. Voilà. Et ensuite, je suis allé à Saint-Étienne. Bref, le reste. Donc, l'Allier n'est pas une terre complètement inconnue. Donc, vous m'avez invité dans le cadre de votre cycle sur la paix. Je pense que c'est évidemment une question qui taraude un peu tout le monde en regardant les actualités, ce qui se passe, parce qu'on vit une situation internationale qui est grave, qui est marquée notamment par le fait que depuis 4 ans, il y a 2 membres permanents du Conseil de sécurité, dotés chacun d'armes nucléaires, qui violent sciemment la Charte des Nations Unies et le droit international, que ce soit la Russie en Ukraine, les États-Unis au Venezuela, en Iran, etc. Donc, c'est pas la première fois, quand même aussi dans l'histoire que ça se passe. On a connu, je pense pas faire injure à quelqu'un parmi vous, mais on a connu il y a quelques dizaines d'années des moments aussi qui ont pu être graves et préoccupants. Il faut parfois être capable de prendre un peu de recul pour juger les événements avec lucidité. Là, aujourd'hui, dans cette situation, et notamment dans la manifestation la plus visible, c'est-à-dire les gesticulations de celui qui est au centre un peu de l'actualité, le président Trump, il y a un peu
on voit plusieurs attitudes parmi les responsables politiques. Il y en a un certain nombre, il y en a quelques-uns, c'est l'attentisme prudent, le silence, on laisse faire, en espérant peut-être que ça va s'améliorer, sauf que l'attentisme, ça laisse le champ libre pour prendre des décisions catastrophiques. Il y a une autre attitude qu'on voit aussi chez d'autres responsables politiques dans le monde, c'est un peu le suivisme, voire même pouvant aller jusqu'au fait que, bon, puisque c'est comme ça que ça marche, pourquoi nous aussi on ne mettrait pas en avant uniquement nos propres intérêts, y compris par la force. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir quelle est en fait, dans la situation actuelle, l'attitude la plus sérieuse à exiger des responsables politiques et nous à travailler, à réfléchir. Et je pense que celle-ci, dans une situation si compliquée, c'est le fait d'être capable de changer de terrain, si je puis dire, pour déplacer le débat autour de valeurs fortes, capables d'unir, c'est-à-dire revivifier le droit international, travailler à réfléchir comment le faire respecter, le faire appliquer, et renforcer ce qui va avec ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire les relations entre les États autour des Nations Unies et de leur charte. C'est ça un peu le fil rouge des conférences que je fais là, dans la dernière période et qui ont motivé la publication en septembre dernier de mon dernier livre. Alors, je serai évidemment sommaire, puisqu'on m'a demandé de ne pas être trop bavard, pas dépasser si possible la demi-heure. Donc, je vais être parfois un peu sommaire. Je vais diviser en une petite partie historique, pour le rappel un peu de ce qu'on a vécu dans le monde depuis 80 ans, la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui a changé en 80 ans? Et aujourd'hui, quelles pistes on peut dégager, quelles pistes d'action pour être donc dégagées pour les opinions publiques, pour les forces progressistes dans la situation actuelle. Alors, le rappel historique, simplement, la Deuxième Guerre mondiale, avec son cortège de destruction d'horreur, s'achève en 1945, et c'est le 24 octobre 1945 que sont créées les Nations Unies. C'est-à-dire qu'est ratifié le document qui crée l'Organisation des Nations Unies, ce qu'on appelle la Charte des Nations Unies. 24 octobre, et 51 pays reconnaissent Chypre qui la signent. Et l'objectif, avec un objectif, empêcher que ça recommence, empêcher une nouvelle guerre mondiale, après l'échec, avant la guerre, de la première tentative d'organisation un peu du monde qui s'était appelée la Société des Nations. Vous avez encore le siège à Genève, pour ceux qui connaissent cette ville suisse. Cette charte, ce texte, c'est une idée nouvelle, plus forte, remplacer la loi du plus fort par des règles communes, avec une innovation, malgré tout en tenant compte de l'échec de la Société des Nations, se donner des moyens et éventuellement de faire respecter le droit dans certaines crises, y compris par la force, dans le cadre d'une disposition de la Charte des Nations Unies, comme le chapitre 7. Alors, une remarque quand même, 24 octobre 1945, mais il faut noter une chose d'un an avant, c'est qu'il y a eu, dans l'été 1944, des discussions, des accords à Washington, dans les faubourgs de Washington, dans ce qu'on appelle les faubourgs communes de Bretton Woods, il y a eu des accords qui ont créé, qui ont tourné autour des finances, qui ont débouché sur la création du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, et qui ont établi le dollar comme monnaie centrale dans le monde. Je dis ça pourquoi? Parce que ça veut dire que, toujours regardez, un an avant
les essais en somme de gouvernance politique, on a mis sur pied la gouvernance financière. Hein? Bon. Là, une des conséquences de la création des Nations Unies, c'est donc la création de structures, j'y reviendrai, et c'est, dans les années qui vont suivre, la création de multitudes d'institutions, de fondations, etc., qui vont toucher tous les domaines politiques, économiques de la planète. Vous en connaissez certains, l'OMS, si je dis l'OMS, la FAO, la FA, l'UNICEF pour les enfants, hein, etc., le PNUD pour le développement, le HCR pour les réfugiés, voilà. C'est-à-dire que la création de multitudes, une sorte de filet qui touche toutes les activités possibles dans le monde, et donc qui crée, qu'on le veuille ou non, des relations hein, entre tous les pays, qui fait qu'aujourd'hui, disons que le monde ne fonctionne pas comme il fonctionnait il y a 100 ans ou 200 ans. Hein. Un pays comme la France, par exemple, si on fait le compte de tous les accords internationaux de la France, alors petits ou grands, hein, généraux ou à 2 ou 3 pays, c'est plus de 30 000 traités, accords internationaux. Hein, de toute importance, hein, bien sûr. Mais ça montre hein, qu'on est quand même dans un monde très entremêlé. Alors, ce document, cette charte des Nations Unies, qui est votée par les 51 pays de l'époque, quelle est sa caractéristique? C'est qu'elle commence par une phrase symbolique très forte. Elle commence « Nous, peuple des Nations Unies hein? ». We the people. Nous, peuple des Nations Unies. Ça montre qu'il y a une aspiration hein, qui s'est traduite dans la préparation. Il y a eu plus de 3000 délégués pendant le printemps 1945 qui ont contribué à son élaboration. Donc, il y a une aspiration. Et en même temps, dans cette charte, il y a un autre volet, si on peut dire, c'est que certaines dispositions, la composition de l'organisme suprême, le Conseil de sécurité, avec des membres permanents, hein, 5 membres permanents, avec cette possibilité qu'on appelle vulgairement le droit de veto, hein, ça c'est un accord qui s'est négocié entre les vainqueurs de la guerre, entre les 2 vainqueurs de la guerre, c'est indirectement entre Staline et Roosevelt. Hein, voilà. Donc il y a cette dualité à une sorte de nous les peuples, nous les États, un peu. Hein. Et depuis 80 ans, voilà, c'est ça qui structure cette tension, cette opposition avec, suivant les périodes, un côté qui est plus fort, qui pousse, qui essaye d'écraser l'autre. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, j'ai dit, c'est que le but de la charte, nous les peuples, mais tout de suite après, le but c'est l'affirmation que les conflits ne peuvent se régler que par la diplomatie et les moyens politiques. Voilà. C'est cette affirmation qui structure, qui est au cœur de la Charte des Nations Unies, et que tous les pays ont signé, et que parfois on cherche à faire oublier ou à masquer. Alors, ça c'est il y a 80 ans. On peut dire globalement que le but central d'éviter une 3e guerre mondiale a été atteint. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des centaines de milliers de morts dans des conflits. Mais on n'a pas eu une 3e guerre mondiale. Et je pense que s'il y avait eu une 3e, de toute façon, on ne discuterait pas d'une 4e. Hein. Mais bon. Mais en 80 ans, le monde a beaucoup changé. Il a beaucoup changé d'une manière générale, c'est que petit à petit, du fait d'évolution, des techniques, des développements démographiques, etc., il y a des problèmes qui sont devenus de plus en plus globaux, alors qu'il y a 80 ans, ils n'étaient pas de la même manière. Bon, avec les armes nucléaires, on sait bien que le monde peut péter, si je puis dire, hein, d'un moment à l'autre en cas de conflit nucléaire. On sait aujourd'hui que, sur le plan physique, si on peut dire, les évolutions climatiques, etc., posent des problèmes qui sont
maintenant à l'échelle de la planète. C'est-à-dire donc que, quelque part, il y a cette idée qui est plus réelle aujourd'hui qu'elle l'était il y a 80 ans, c'est qu'on est un peu tous dans le même bateau, dans une sorte de même bateau monde. Hein. La deuxième grand changement, j'ai dit 51 pays qui signent la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, on est à 193. 4 fois plus. Et pas seulement, c'est pas seulement. Le monde, donc, a sacrément changé, mais en même temps, ces pays, c'est pas tout à fait les mêmes qu'il y a 80 ans. Il y a 80 ans, des pays comme l'Inde, c'est une colonie encore, c'est une colonie anglaise. L'Afrique du Sud, le Brésil, etc., n'ont pas la puissance ou le rôle qu'ils ont aujourd'hui. Donc, on a vu se développer des, qu'on appelle parfois des puissances, des pays émergents, hein, qui, il y a 80 ans, il y a 80 ans, on ne reconnaissait pas de place, de rôle, et qui aujourd'hui voudrait jouer un rôle plus grand. L'autre changement, c'est que, il y a 80 ans, ce sont les États qui sont au cœur de la création de cet ordre mondial. Aujourd'hui, c'est toujours vrai, mais en même temps, ils ne sont plus tout seuls, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, il y a des entités, en somme, des forces, à côté des États, des entités économiques, financières, etc. Hein, trust, lobby, je ne sais pas, fonds de pension, enfin, hein, on peut, vous savez aussi bien que moi. Il y a la place nouvelle des opinions publiques au travers notamment des ONG, qui ne se manifestaient pas de la même manière il y a 80 ans. Aujourd'hui, dans les conférences internationales, à côté par des 300, 400, 500 diplomates qui discutent d'un problème, par exemple sur le climat, hein, dans les COP, comme on a fait, et vous avez 5 000, 10 000, 15 000 représentants d'ONG. Soit qui font pression sur les diplomates, qui essayent de faire pousser des idées, soit qui élaborent des nouveaux concepts. Par exemple, dans les années 90, c'est tout un tas d'idées qui n'existaient pas avant, qui se sont développées dans ces rencontres internationales. Des idées, par exemple, comme le développement humain. La notion de développement humain, c'est-à-dire le fait qu'un pays, si on va analyser ce qu'est un pays, c'est pas seulement en termes économiques qu'il faut le mesurer, bien sûr. C'est qu'est-ce qu'il fait en termes de culture, d'éducation, de système de santé, etc. Ah, aujourd'hui, c'est une notion qui est plus discutée, mais elle est née dans les années 90 au travers des ONG. La sécurité humaine, aussi l'idée qu'on est en sécurité, pas seulement quand on est à l'abri de la guerre, mais aussi parce qu'on peut vivre, parce qu'on peut se nourrir, parce qu'on peut... voilà. Donc, ces ONG, la place de ces ONG a joué un rôle plus ou moins grand, fort dans les années 90-2000, aujourd'hui remis en question, hein, on est dans une phase de remise en question, mais les États ne sont plus tout seuls. Ça veut dire que les représentants des puissances les plus importantes jouent toujours un rôle central, mais la contradiction est que ce rôle central se heurte parfois à des limites. En fait, on est dans un monde où, heureusement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a pu construire des garde-fous, des règles qui se sont complétées au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle le droit international, en fait. Hein. Ce qui veut dire que s'il y a droit international généralisé, c'est parce qu'il y a eu création des Nations Unies et de la Charte, et que cette Charte est signée par tous les pays sans exception. Donc, en droit, il n'y a rien au-dessus, normalement. Hein. Sinon, la Corse, mais à ce moment-là, c'est en opposition. Hein. Il faut bien comprendre, s'il n'y avait pas eu les Nations Unies, on aurait des éléments de droit, d'accord, entre les États, mais ça serait rabougri, rétréci, limité à quelques domaines. Hein. Vous voyez, hein,
pour penser les plaies, des conflits et tout, vous avez des fondations, vous avez la fondation Bill Gates, vous avez la fondation machin, etc. Mais, donc, je dis ça pourquoi? C'est donc pour montrer qu'on a un rempart, on a des atouts, mais la question qui est posée, c'est est-ce qu'on a les moyens de s'en servir? Alors, pour illustrer un peu ma réflexion, c'est sur la question, par exemple, du droit international en général. Donc, il y a une lutte permanente, bien sûr, parce que le droit international, c'est des normes. Donc, il y a une conception, est-ce qu'on veut un monde où il y a des normes, des blocs, comme dans une société, Est-ce que dans une société à l'échelle locale ou autre, est-ce qu'on met des normes dans une ville? Est-ce qu'on respecte des normes? Comment on les fait respecter? Donc, le débat de fond, c'est ça. Encore, on voit bien aujourd'hui avec quelqu'un comme Trump ou Poutine ou Netanyahou. C'est une volonté de remettre en cause des normes. Mais on peut de manière très simple comprendre ça quand on voit les débats dans la société, ou dans un quartier, ou dans... ces normes, ce droit international, la question, c'est la contradiction. C'est qu'à la fois, on a l'impression qu'il y a des efforts aujourd'hui pour essayer de s'en dégager, de la part de certains, et en même temps, je pense que ce droit s'est développé de telle manière que ça devient difficile d'échapper au débat sur celui-ci. Je prends deux exemples, notamment dans l'année 2024. Le principal organisme juridique qui règle les rapports entre les États s'appelle la Cour internationale de justice. C'est censé régler les litiges entre les États. Alors c'est des litiges sur des problèmes de frontières, de droit maritime, enfin tout ce que vous voulez. Pendant des décennies, ces litiges donc sont restés sur ce terrain. En janvier 2024, on a eu un changement. La Cour internationale de justice a été saisie, il y a eu un dossier déposé par un pays, puis il faut que ce soit un pays qui dépose un recours devant cette juridiction, c'est par l'Afrique du Sud, sur la question d'examiner est-ce qu'il y avait un danger de génocide à Gaza du fait de la politique israélienne. Et la Cour internationale a rendu à l'époque un arrêt disant il y a un risque de génocide et on demande à Israël de prendre des mesures pour empêcher ça et ça. Bon, ça n'a pas été suivi des faits, il y a le problème de l'application, mais en même temps, c'est la première fois que cette juridiction venait sur une question aussi sensible, aussi chaude politiquement. Ce qui veut dire que, au niveau politique, pour un militant, dire il y a un risque de génocide à Gaza du fait des actions militaires israéliennes, et Israël doit tenir compte de ça pour la libre accès à l'alimentation, la santé, etc. C'est pas, vous ne pouvez pas être accusé d'antisémitisme. Vous vous appuyez simplement sur le droit international. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on voit comment le droit peut devenir un outil politique, un outil dans la construction du rapport de force politique. On a le même, et toujours dans le même cas, avec la Cour internationale et sur cette région du monde, au mois de juillet, toujours en 2024, la Cour internationale de justice a rendu un arrêt qui, et parfois va passer un peu inaperçu, elle a statué sur la fameuse question, est-ce que l'occupation de colonies, l'implantation de colonies ou l'occupation de terres en Cisjordanie, depuis 1967, était illégale ou pas? Et est-ce que Israël devait s'en retirer ou pas?
Il y avait eu une résolution en 1967, après la fin de la guerre des 6 jours, et une résolution du Conseil de sécurité. Et celui-ci disait, son arrêt, cette résolution disait, dans la version française, Israël doit se retirer des territoires occupés, sauf que dans la version anglaise, en anglais, ça faisait deux territoires occupés, occupied territories. Et en s'appuyant là-dessus, depuis 1967, presque 67, Israël et les États-Unis refusaient de bouger sur cette question. En juillet 2024, la Cour internationale de justice a statué en disant, c'est clair, l'occupation par Israël de territoires en Jordanie est illégale et Israël doit se retirer de tous les territoires occupés en Cisjordanie. Là encore, ça veut dire, ça a débouché d'ailleurs après, ça a été repris par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, mais on est encore dans la symbolique, mais ça veut dire là encore, pour des militants, pour être simple, quand on dit Israël occupe illégalement la Cisjordanie, on n'est pas des antisémites, vous appuyez simplement sur le droit international tel qu'il a été dit. Et, sauf qu'après, est-ce qu'on sait faire ça? Là, c'est un autre problème, qui renvoie au mouvement social, qui renvoie à la manière, aux luttes actuelles, etc. Je pourrais prendre un autre exemple dans la même période, c'est-à-dire entre fin 2023 et fin 2024, ça a été des décisions prises par la Cour pénale internationale. Alors la Cour pénale internationale, c'est un peu le pendant sur la Cour internationale. La Cour internationale de justice, c'est entre les États. La Cour pénale, c'est les individus. Crimes de guerre, tout ce que vous voulez. Voilà. En 1945, il n'y avait rien. Donc, pour juger les crimes nazis, on a créé un tribunal militaire. Le tribunal militaire de Nuremberg, c'est lui qui a jugé les crimes nazis. Au moment de l'ex-Yougoslavie, au moment du Rwanda, on a créé aussi une structure spéciale, cour pénale spéciale Rwanda. Bon, il n'y avait pas de structure permanente. Il n'y a pas eu la pression des réseaux d'ONG, d'institutions ou de grosses associations comme Handicap International pour aboutir à la création d'une Cour pénale internationale permanente, donc qui a été créée et qui rentre en fonction en 2002. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu 20 ans. Bon. Cette Cour pénale internationale a lancé donc un mandat d'arrêt, le premier contre Vladimir Poutine pour la déportation d'enfants ukrainiens sur le sol russe fin 2022, et ensuite elle a lancé un mandat d'arrêt contre Netanyahou et son Premier ministre, ainsi que contre deux responsables du Hamas pour crimes de guerre commis pendant les événements donc, de 2022, de 2023-2024. Alors, ça veut dire quoi? Là encore, mais voyons la portée symbolique. Ça veut dire que, potentiellement, aucun dirigeant du monde, fût-il le plus puissant, n'est à l'abri d'une poursuite pénale. Ça ne veut pas dire que c'est réalisable. Attention, on ne fait pas dire. Mais, symboliquement, que un Poutine soit sous le coup d'un mandat d'arrêt international, le chef d'État d'un membre permanent du Conseil de sécurité d'une puissance nucléaire, ça représente quelque chose. On est dans un monde qui change quand même. On est dans un monde qui change. Concrètement, ça a eu quand même des effets. Depuis cette date, Poutine est allé au Kazakhstan, il est allé en Alaska, qui est limitrophe avec la Russie, et il est allé en Hongrie, qui était limitrophe aussi avec la Russie. Il devait aller, et il ne s'est pas déplacé ailleurs pour l'instant. Il devait aller en Afrique du Sud, il y a 2 ans, pour le sommet des BRICS, donc des pays émergents. Il devait y participer. Les dirigeants sud-africains lui ont dit « Vous allez nous mettre... voilà, non.
Donc, du coup, il a appelé le sommet en visio, quoi. Un Netanyahou, il est allé à Washington plusieurs fois. Il n'est pas allé en Europe. Et contrairement à ce que parfois on pense, ils ont modifié leur plan de vol de son avion les 3 dernières fois pour qu'il passe au sud de l'Italie, au sud de l'Espagne, au-dessus de Gibraltar, pour ne pas survoler un pays au cas où il y aura un incident technique qui sont obligés de se poser. Ils ont même, c'est un journal israélien qui l'a révélé, hein, ils ont même allégé, ils ont emmené moins de monde, ils ont emmené moins de trucs pour prendre le moins de risques possible, parce que s'ils étaient obligés de se poser en Espagne, par exemple, hein, on ne sait pas. Hein. Même en France, on a dit, le gouvernement français a dit non, mais c'est le mandat d'arrêt contre un dirigeant d'exercice, ça ne devrait pas s'appliquer, sauf qu'ils arrêtaient dans la merde hein, par rapport aux opinions publiques et tout. Voilà, ça veut dire que, ce que je dis, j'explique, je donne ces exemples, pourquoi? C'est que, pour montrer que, quelles que soient les difficultés, les coups de boutoir d'aujourd'hui, on a des évolutions profondes qui font qu'on n'est pas dans le même monde qu'il y a 80 ans et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre qui est en train de se construire. Après, la question étant de la compréhension de ça, hein, de la popularisation et de la création de rapports de force, de mobilisation pour le faire. Parce que, évidemment, on a un problème, on vit dans un monde médiatisé, hyper médiatisé, qui fait que ce qui compte, c'est l'instantané, hein, le sensationnel dans l'information. Et donc, ça empêche parfois le recul critique, hein, la réflexion. Et notre tendance, sans même on s'en aperçoive, c'est que nous, on est parfois collés, le nez, pas contre la tête, mais contre l'écran de télé, un peu contre le bulletin d'information sur les temps de télé. Par exemple, prenons la question qui a été parfois qui a été débattue dans les derniers mois, de la création par Trump d'un Conseil de la paix. Le premier paradoxe, c'est que Trump, qui dit l'ONU, ça vaut rien, ça ne compte pas, pour faire valider son Conseil de la paix, il a quand même demandé au Conseil de sécurité qu'il y ait une résolution qui valide la création de ce Conseil de la paix. Une sacrée. Il y a eu une résolution du Conseil de sécurité qui valide la proposition de Trump de création d'un Conseil de la paix, de l'installation éventuelle d'une force de maintien de la paix et d'un plan de restructuration. Donc il y a une résolution, il y a un mandat. Ça veut dire que son Conseil de la paix, il a un mandat très clair dans cette résolution. Il est établi pour créer les conditions de la reconstruction de Gaza, de la recréation d'une vie normale, de l'alimentation, de la santé à Gaza, de la création d'une force destinée donc à maintenir en somme la paix, la démilitarisation du Hamas, et tout ça dans un délai de 2 ans. Ce qui veut dire que donc c'est ça et rien d'autre. En dehors de ce mandat, son Conseil de la paix n'a aucune consistance, aucune existence s'il voulait s'occuper d'autre chose ou pas. Et il faut bien le comprendre d'un point de vue juridique, seuls sont engagés les pays qui ont accepté d'en faire partie. Ils doivent être 30, 31. Bon, en plus, le droit d'entrée, théoriquement, pour être permanent dans ce truc, c'est $1. Hein, à verser, ça en a refroidi quand même quelques-uns un peu. Hein. Bon, mais ça veut dire qu'il n'a aucun autre mandat. Pourquoi? Parce que aucun autre pays n'est lié par les décisions de ce Conseil de la paix, parce qu'au-dessus, il y a la juridiction internationale, hein, il y a la Charte des Nations Unies. Donc, pour essayer de rester à peu près dans mon temps, ma
première conclusion, si on veut, sommaire de ce que je viens de dire, c'est que, contrairement à ce que parfois on dit, le droit international n'est pas impuissant, il n'est pas inexistant. Alors d'abord, parfois on dit, le droit international s'est écroulé. Bon, en fait, avant, il y a 100 ans, il n'y avait pas de droit, il s'est construit jusqu'à aujourd'hui. Il est en perpétuelle construction. La question qui est posée, ce n'est pas de l'existence ou pas du droit international, c'est de comment on crée les conditions pour le faire respecter, le faire comprendre. Quel rapport de force on crée pour ça? Alors, si j'ai fait un peu d'histoire, c'est pour montrer que depuis 80 ans, il n'y a pas une ligne droite. Il y a eu, des hauts et des bas. Pendant la guerre froide, c'est quand même les États qui sont au centre, c'est les deux camps, le camp soviétique, le camp occidental, et c'est les deux superpuissances. Bon, après la guerre froide, pendant une douzaine d'années, il y a une espèce d'éclosion. On voit, c'est l'époque où se tiennent de grandes conférences internationales, conférences d'Orio, qui va déclencher par exemple le processus des COP sur le climat, conférence de Copenhague, conférence de Pékin sur les femmes, etc., qui vont marquer des avancées de nous les peuples contre nous les États. Après 2001, autour de la question du terrorisme, moi je pense que donc un certain nombre d'États ont essayé de reprendre la main pour essayer de remettre en cause le multilatéralisme, remettre en cause les progrès réalisés. Et on est encore dans cette période, avec en plus le problème particulier d'individus qui rajoute. Un individu comme Trump n'a pas le même comportement que d'avoir un George W. Bush, par exemple, dans les années 2003, avec des politiques allant dans le même sens, mais c'est parfois plus compliqué. Pourtant, dans ces 20 dernières années où on a eu donc le multilatéralisme a souffert, depuis donc la guerre d'Irak, en gros, qu'est-ce qu'on peut en dégager? C'est que, malgré tout, c'est dans cette période, on a pu obtenir des succès. J'ai parlé de la création de la Cour pénale internationale. Elle s'est montée autour d'une coalition d'ONG, de grosses associations, par exemple comme Amnesty International, qui avait joué un grand rôle, d'institutions onusiennes comme la Croix-Rouge, etc. Et ça s'est fait contre, ou bien dire, ça n'a jamais été octroyé par des États, par les grands États. Par exemple, la Cour pénale internationale, elle s'est faite que les États-Unis ont bataillé pour empêcher que ça, pour faire capoter l'affaire. En disant, ils ont pris le tour de beaucoup d'États en disant, si vous signez ça, non, nos soldats ne vont pas se trouver condamnés. Or, la question aujourd'hui, pourquoi il y a les 2 mandats d'arrêt, par exemple, Poutine, Netanyahou, alors que la Russie et Israël n'ont pas signé le protocole de la création de la Cour pénale internationale? C'est parce que l'Ukraine avait signé ce protocole et que du coup, les actions d'un pays, même qui n'a pas signé, adhéré à la Cour pénale internationale sur le territoire d'un pays qui a signé, peuvent être poursuivies. On a le même problème avec Israël. La Palestine a un statut particulier. Elle n'est pas reconnue comme État membre à part entière des Nations Unies. Elle a un statut particulier, elle a en somme un statut de membre non membre. C'est-à-dire, pas complètement observateur, mais c'est un peu ça. Il y a 2 États qui ont ce statut, la Palestine
Et le deuxième? Le Vatican. Le Saint-Siège. Le Saint-Siège, le Vatican, mais on dit Saint-Siège, hein, au niveau diplomatique. Le Saint-Siège. Ça veut dire qu'ils ne votent pas à l'Assemblée générale, mais ils peuvent participer à tout le reste, etc. Et ils peuvent signer des traités et tout, des accords internationaux. C'est pour ça qu'en 2013, quand la Palestine a obtenu ce statut, à l'époque, la France y avait un peu contribué à l'époque. Fabius y avait contribué, il faut reconnaître. Mahmoud Abbas s'est servi de ça pour faire adhérer la Palestine au statut de la Cour pénale internationale. Et c'est donc au nom de ça, en fonction de ça, qu'Israël peut être poursuivi sur des faits commis à Gaza ou en Cisjordanie. Voilà. Hein? Il dit ça. Bon. Mais ça veut dire, si je prends cet exemple, alors, l'étang de la Cour pénale internationale, on a eu le même phénomène de création de rapports de force en 1998, sur la signature du traité sur les mines antipersonnelles. C'est aussi une sorte de triple coalition. Il y avait un réseau d'ONG très puissante de lutte contre les mines antipersonnelles qui s'est appuyé à l'époque avec le soutien de Handicap International au niveau mondial. Je sais pas, je suis sûr qu'il y en a qui se rappellent des spots télé des années 95, très brefs, montrant un truc, des membres et tout, montrant les dégâts des mines antipersonnelles. La Croix-Rouge internationale avait aussi beaucoup aidé. C'est ce qui a permis d'imposer, parce que là aussi, les grandes puissances n'en voulaient pas, un traité sur les mines antipersonnelles. Il y a eu l'appui, aussi d'États intermédiaires qui n'étaient pas concernés par les mines antipersonnelles. Le Canada, puis c'était signé au Ottawa, la Norvège, la Suède. Mais les grandes puissances ne voulaient pas, parce que les mines antipersonnelles, c'est vraiment bien. C'est pas cher. Hein? C'est pas cher, on peut en mettre partout. La Russie, la Chine, les États-Unis, on ne voulait pas. Ils ont été obligés. Alors, ils n'ont pas signé, mais de fait, depuis 25 ans, la production de mines antipersonnelles avait cessé depuis 1 an, 2 ans, avec la guerre en Ukraine, et tout ça revient sur le devant du tapis. Bon. Et le troisième exemple, on parle du traité d'interdiction des armes nucléaires. Le triangle. Le traité d'interdiction des armes nucléaires, sur un sujet quand même compliqué. Il y avait un traité qui est un traité de limitation, qu'on appelle le traité de non-prolifération, le TNP, mais qui est un peu dans l'impasse. Comment ça a pu être signé donc en 2021? C'est parce qu'on a un réseau d'ONG qui s'appelle toujours ICANN, a pris le biais humanitaire en disant, s'il y a un conflit nucléaire, aucun pays est capable, n'a les moyens sanitaires de protéger sa population. Et avec ça, ça entraînait tout un tas de pays moyens, étaient décidés qui n'avaient pas l'arme nucléaire, là encore, Norvège, Autriche, etc. Et ça a permis de déboucher sur un traité, alors que les puissances nucléaires ne veulent pas signer pour le moment, mais qui en même temps est en train d'installer une norme de droit. Et donc, un jour ou l'autre, voilà, suivant les rapports de force. Donc, je crois que on est à un moment où l'enjeu, c'est comment on agit sur les États, parce que c'est eux qui demeurent centraux, mais là, ça pose la question de l'action politique dans chaque État. On n'a pas parlé de la France, mais je pense qu'on y reviendra dans la discussion, sur Macron, sur Emmanuel Macron et autres. Donc, les États restent centraux, il y a l'enjeu politique, et en même temps, comment, dans cette dualité de nous, les peuples et les États, comment on fait vivre plus, comment on fait prendre conscience aux gens que on ne réglera pas tous les problèmes uniquement à l'échelle nationale, que ce qui se passe à l'échelle de la planète aujourd'hui, ça nous concerne tous, parce qu'on est, qu'on le veuille ou non, depuis 80 ans, dans une sorte de maison commune, qui a des règles qu'on essaye de construire,
de fortifier, c'est la Charte des Nations Unies, c'est toutes les normes de droit internationaux de droit international qui se sont construits, c'est donc une sorte de règlement de copropriété, si on peut dire. Alors d'accord, on peut sourire parce que copropriété, on est dans une drôle de copropriété à l'échelle de la planète, bien sûr. Il y en a qui ont un appartement, terrasse, 300 mètres carrés, jacuzzi, piscine, etc. Et d'autres qui vivent à 20 dans une pièce pas chauffée, au sous-sol. Mais on est quand même, qu'on le veuille ou non, du fait des problèmes qui sont de plus en plus globaux, on est quand même dans une espèce de copropriété où il y a des problèmes communs qu'il faut régler. Et donc pour les régler, il faut respecter des normes. Voilà. Alors évidemment, ça peut être désespérant de voir qu'il y a des choses parfois, c'est certains moments qui avancent pas assez vite. Bon, parmi vous, je pense à mon il y en a quelques-uns qui sont en copropriété, tout le monde n'est pas en vida individuelle. L'assemblée copropriétaire, c'est quelque chose. J'ai vécu ça, imaginons à l'échelle mondiale, pour créer des décisions. Mais on ne s'en sortira pas si simplement on ferme les yeux, soit on ferme les yeux, on éprouve, soit on dit, bon, puisqu'ils veulent taper, on tape aussi, soit on décide aussi de servir des outils, des règles de vie commune, etc. Voilà. Merci. Alors, on suit Daniel Durand ou pas? On est pessimiste et on n'y peut rien. Je résume très très mal ton intervention pour moi, mais il existe des normes, il existe un droit international qui a déjà été activé, élargi, renforcé par des actions citoyennes au travers des ONG, etc. etc. Et comme tu l'as dit, comment nous créons un rapport? Nous sommes au cœur de la paix avec ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Ukraine et dans tant d'autres pays. C'est ce rapport de force qu'il faut faire si on veut la préserver, cette paix. Mais vous êtes tout à fait libre d'avoir un avis complètement différent. Le tout, c'est que vous donniez votre point de vue. Non, moi, ce que je voudrais savoir, c'est finalement sur quel traité le juge anglais avait arrêté Pinochet quand il était venu en Angleterre. Et il avait quand même été en prison et tout, et il a fallu que la Margaret Thatcher, notre ami Pinochet, il ne peut pas être en prison. Alors donc là, il avait bien fait une action, peut-être c'était seulement lui, mais enfin... Oui, je pense. Je pense. Mais alors là, je suis sec, c'est pas... Oui, non, mais donc je préfère... À mon avis, le juge s'était basé sur un élément de droit anglais. C'était pas un juge espagnol. Je crois que c'était un juge espagnol qui avait demandé... c'est en Angleterre qu'il avait été arrêté. Oui, c'est peut-être demandé à l'Angleterre de l'arrêter. Mais c'était un juge espagnol qui avait, sur un élément de droit, et qui avait demandé, puisque l'Angleterre devait faire encore partie de l'Europe, on va dire, qui avait demandé à ce que l'Angleterre arrête Pinochet. Mais ça pose... Je rebondis. Ça pose juste une question. C'est que la responsabilité et du courage politique des responsables. On voit bien aujourd'hui, je parlais, non mais comment répondre à Trump? Il y a plusieurs manières. Soit on répond sur le principe, mais concrètement, on ne bouge pas. C'est un peu la méthode Macron, où on va faire une déclaration, mais après, très concrètement, on voit qu'il n'y a rien qui suit au fil des... Et même... Je ne sais pas si ça va rien. La sonnerie, c'est bien bon, mais... Et après, il n'y a rien, ça ne suit pas, où on est constant, on affirme une position
sans idéaliser, hein, mais on voit bien par exemple la différence de comportement avec le Premier ministre espagnol actuel, hein, sans l'idéaliser, mais ça, quand je dis réaffirmer des positions, même moi je pense, là, puisque c'est venu dans le dernier mois, dans l'affrontement, hein, qui a eu verbal, mais enfin, qui a été violent entre Trump et le pape. Hein, la manière de répondre du pape, pof, hein, je réaffirme, moi, hein, je ne vais pas me lancer dans un... Mais j'affirme, c'est ça. Hein. Donc, il y a une question donc, qui est posée à tous les niveaux. Quel sang-froid, on n'est pas obligé, en somme, d'aller dans le sens du pouvoir. Alors, on voit bien en Europe les différences de comportement. Actuellement, au niveau de la Commission européenne, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, finalement, en quelques mois, on reprend tous les arguments de la politique américaine, et donc on a une position maintenant de la Commission européenne sur une série, dans son dernier discours aux ambassadeurs européens début mars, en gros, elle dit oui, mais l'évolution montre que l'Europe aussi doit s'affirmer, même s'il le faut, outrepasser certaines règles. Hein. Bon, alors, la question c'est comment on laisse pas passer... moi je trouve qu'il y a une certaine timidité, parfois peut-être par manque de connaissances, ou manque de... Lorsque les États-Unis et Israël bombardent l'Iran, il s'agit clairement d'une agression internationale, c'est le terme. C'est une agression internationale, donc qui viole la Charte des Nations Unies, etc. Hein. Or, quand on regarde les réactions dans les différents pays, hein, il y a vraiment des nuances. La réaction française, par exemple, aussi bien celle du président Macron, du ministre des Affaires étrangères, et de l'ambassadeur français au Conseil de sécurité, c'est de dire « Ah oui, ça c'est une action qui est contraire au droit international, mais l'Iran, par sa conduite, doit cesser, etc. » Et donc à la sortie, après tout l'argument, c'est contre l'Iran. Hein. C'est la même chose, si vous voulez, pour prendre un exemple, hein, qu'aujourd'hui, je pense, on ne voit plus, enfin, je pense, hein, le vieil argument par rapport aux femmes, hein, à une femme violée, hein, oui, c'est pas bien d'avoir forcé, hein, mais la salope, si elle n'avait pas eu des jupes aussi courtes, non? C'est ça. C'est ça, hein? C'est la même chose. C'est le même type d'argument. Et on le retrouve dans toute une série de déclarations, c'est-à-dire que il y a une crainte d'affronter les plus puissants. Prenez par exemple les décès des 2 soldats de la force de l'ONU au Liban, la finule, hein, 3. Barrot, donc le ministre, là, aujourd'hui, il a dit, mais c'est carrément, je pense, un crime, c'est un crime de guerre. Il a dit, oui, crime de guerre, hein, je pense. Bon, il a raison, hein, il a raison. Sauf qu'il y a un mois, il y a eu un autre soldat de la République qui a été tué, c'était un Pakistanais, un Indonésien, pardon, un Indonésien, il a été tué par un tir direct d'Israël, des forces israéliennes. Alors on a fait une déclaration pour dire c'est pas conforme au droit international, c'est condamnable, mais on n'a pas été plus loin, quoi. On n'a pas été jusqu'à l'accusation de crime de guerre, parce que c'était la même chose, quoi. Hein. Donc, je pense qu'on a une responsabilité quelque part pour dire les choses si on veut faire comprendre et pas laisser se construire des discours de poids de mesure. Allez, vas-y, Philippe. L'exemple que vous venez de donner, est-ce que ce n'est pas l'illustration du fait que ça a été organisé, le droit international, par les États occidentaux? Donc quand c'est un occidental
tu es victime d'un crime de guerre, on le dénonce, mais quand c'est un Indonésien, ça a un peu d'importance. Et en fait, est-ce que les blocages, par exemple, du Conseil de sécurité, qui sont essentiellement des pays occidentaux, ne sont pas ce qui empêche de suivre l'évolution du monde, c'est-à-dire l'émergence de l'importance de certains pays, qui ne pèsent toujours pas ce qui devrait peser dans les décisions? Quand j'ai dit que le monde avait changé, avait évolué depuis 80 ans, j'ai donné des exemples, il est clair que il y a des structures, il y a des choses qui sont faites en 1945 dans le cadre du monde tel qu'il était en 1945. Aujourd'hui, par exemple, il est clair que la question d'une réforme du Conseil de sécurité se pose. Il y a presque de fait un consensus au sein de l'Assemblée générale des Nations unies sur le fait que tout le monde dit qu'il devrait y avoir 2 pays africains au moins en membre permanent. On parle, à peu près tout le monde parle Égypte ou Afrique du Sud ou Nigeria, en gros, c'est les 3 les plus. Un pays d'Amérique du Sud, Brésil ou Argentine, bon, enfin un pays et au moins un autre pays d'Asie du Sud-Ouest, Inde ou autre. Bon, il y a à peu près un consensus. Ça a failli. Là maintenant c'est bloqué. Vu les tensions actuelles depuis l'invasion russe en Ukraine, qui sert parfois de prétexte, mais bon, c'est bloqué. Il y a 5-6 ans, ça a failli se faire. Pour une part, c'est presque un peu au niveau des pays africains que ça a coincé, pour des raisons entre eux de préséance et autres. Puis il y avait des questions qui n'étaient pas tranchées, des membres supplémentaires permanents du Conseil de sécurité, mais avec quel pouvoir, qui pose donc la question évidemment du droit, ce qu'on appelle le droit de veto, c'est-à-dire le fait que lorsqu'il y a une résolution, pour qu'elle soit adaptée, il faut qu'il y ait au moins 9 votes pour sur 15, et aucun vote contre d'un des 5 membres permanents. Bon, là, c'est plus compliqué, mais là encore, on avait fait des progrès jusqu'à il y a 4-5 ans, non pas sur la modification, la suppression, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rapport de force, mais la limitation de ce droit de veto. C'est-à-dire que la proposition qui est soutenue par 125 pays, je crois, c'est que lorsqu'il s'agit de problèmes touchant à des crimes de guerre, des génocides, etc., aucun membre permanent n'exerce d'opposition. C'était à peu près admis. Voilà. Alors, bon, on est un peu au point mort. De même qu'il y a une autre proposition, alors elle est plus récente, il y a eu un vote d'Assemblée générale il y a 4 ans pour demander que lorsqu'un membre permanent exerçait son droit de veto, que l'Assemblée générale puisse lui demander de venir s'expliquer et donner ses raisons devant elle. Bon, ça, vous allez me dire que ça ne change pas, mais ça crée un débat politique, tu vois, et qui dit débat politique dit pression possible. Voilà. Mais ça veut le droit en même temps, comment dire, pour me faire comprendre, il ne faut pas cracher dans la soupe, si je puis dire. C'est pas péjoratif, pour me faire comprendre. Il ne faut pas cracher dans la soupe dans le sens que le droit international qui s'est construit, il s'est bien souvent construit non pas par les grandes puissances et pas forcément par des pays occidentaux. Il s'est construit souvent sous la pression pour tenir compte de réalité. Les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle a débouché. Pourquoi? Parce que l'ONU avait déclaré, puisque c'est un vote de l'Assemblée générale en 1948. Donc c'est ce qui a permis. Ensuite, quand j'ai parlé des évolutions du monde, j'ai bien parlé donc
4 fois plus de pays, des pays qui changent, des puissances émergentes, mais aussi l'existence, donc l'arrivée à l'existence de tout un tas de petits pays. Et ces petits pays, aujourd'hui on parle parfois de sud global, global south. Bon, ces petits pays, leur caractéristique globalement, c'est qu'eux, ils n'ont pas les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, les grandes puissances, ou plutôt les pays européens. Eux, je vais dire, c'est les choses matérielles. Donc, ils comptent sur l'Assemblée générale, parce que ça leur permet aussi de servir de tribune pour dire certaines choses. Ou alors, ils comptent sur les institutions, les fondations, parce qu'il y a un certain nombre de pays, par exemple, s'il n'y avait pas la FAO, s'il n'y avait pas le PNUD, le Programme pour le développement, etc., il y a un certain nombre de pays africains ou autres qui s'effondreraient pratiquement eux-mêmes parce que les structures d'État sont... voilà. Est-ce que c'est vrai donc du coup que les États-Unis sont sortis de l'ONU? Non? Eh ben, je sais pas, moi c'est ce que j'avais entendu. Non, ils ne payent plus. Oui, ils payent plus? Non, Ils sont pardon. alors, d'un point de vue juridique, un pays peut dire... Vous aviez fini votre question? Oui. Oui. D'un point de vue juridique, un pays peut dire que, par exemple, sortir des Nations Unies, c'est théoriquement possible. Sauf que, même s'il sortait des Nations Unies, juridiquement, il serait soumis à toutes les contraintes de droit qui existent. D'accord. Oui. Après, dans l'application, mais personne ne... Les 193 pays plus 2, donc 195 sont d'un... Bon, voilà. Alors après, comment dire, il y a la question du financement des Nations Unies. Les Nations Unies, donc, financent par la cotisation, la participation des États qui composent. Et en gros, qui est calculée en fonction de leur population, leur poids, etc. Bon. C'est vrai pour les Nations Unies elles-mêmes, c'est-à-dire le fonctionnement du siège, par exemple, ou du siège central et des autres sièges. C'est le financement des forces de maintien de la paix. Mais après, chaque institution de l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF, tout ça, chacune donc est composée, enfin, les États réadhèrent à chacune. Et donc, chacune de ces institutions n'a pas forcément le même nombre d'États membres. Ça varie entre 160 et 190 suivant les structures. Et chacune dépend donc du financement, ce qui explique que, par exemple, il y a eu sur l'UNESCO, qui est un enjeu politique parce que c'est des questions culturelles et tout ça, les États-Unis par 2 fois se sont retirés de l'UNESCO et ont refusé de la financer. Ça a été vrai du temps de Bush pendant 5 ans, Obama a ramené, et de nouveau Trump en est sorti. Trump vient de dire que les États-Unis ne voulaient plus financer l'état actuel des choses de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a un chantage sur certaines... Alors c'est vrai que, vu leur poids économique, les États-Unis, souvent, représentent dans ces institutions ou dans le fonctionnement général de l'ONU 30% des cotises. L'Union européenne aussi. L'ensemble des 27 pays, c'est à peu près 35% en général des contributions. Il y a donc un poids politique, il y a du chantage. Ce qui veut dire que, par exemple, les dirigeants de l'ONU, depuis 20 ans, essayent de jongler sur les plans sociaux, sur les économies, et puis il y a une pression pour que, sur certaines opérations, ils trouvent des financements privés, avec des risques qui existent. Voilà. Donc la question du financement du multilatéralisme, en général, l'ensemble d'un système onusien imposé. Dans les années 2000, il y avait des tas d'idées qui étaient brassées. On parlait qu'on paye pourquoi pas un impôt mondial. Pour le moment,
La vie, c'est... Voilà. Allez. Ça va? Et j'ai aussi une autre question. J'aurai une pénalité en sortant. Ouais. En fait, tout ça, c'est pour des ressources en fait. Enfin, en gros, c'est pour des ressources, que ce soit le pétrole, que ce soit voilà. Pourquoi c'est tout ça, l'eau, le pétrole, ça serait pas quelque chose qui serait déclaré bien commun à l'humanité pour éviter qu'il y ait ces guerres à cause de ça. Enfin, alors, je sais pas du tout comment ça pourrait se faire, mais je trouve que c'est voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Allez. Ça sera un monde idéal. C'est ce qu'on appelle la guerre du pétrole. La guerre du pétrole. Non, mais elle dit, c'est du pétrole, on en faisait un bien commun. Ah bah oui, oui, d'accord. Et la terre entière. Oui, de la terre entière, finalement, c'est sûr. C'est pas dans les... C'est sûr. Non, mais le débat, c'est pas qu'avec l'intervenant, il souffrira d'entendre ça. Ah non, non, C'est non, aussi non, entre non, nous. non, moi je suis pas en manque. Hein. On n'est quand même pas près d'y arriver parce que les multinationales ont pris bientôt plus de poids que les États. C'est plutôt elles qui mènent la danse que les États aujourd'hui, en termes économiques ou en termes de biens. Ce serait formidable de déclarer des choses bien communes. Mais quand on voit par exemple au Chili, la privatisation de l'eau est inscrite dans la Constitution. Parce que le Chili, c'est le laboratoire de l'ultralibéralisme. Bon ben voilà, ça nous donne une idée de où on en est. Alors, et où on va. Les États se donnent des contraintes que les multinationales n'ont même pas. Et elles ont plus de poids et plus de pouvoir. Et c'est même plus des multinationales, c'est des patrons de multinationales qui ont plus de pouvoir que certains États. On en a plus d'argent. Enfin, voilà, mais l'intérêt que je perçois du propos introductif et de nos premiers échanges, c'est que si on s'arrêtait dans nos raisonnements, éventuellement nos possibilités d'action à la guerre écrase tout en ce moment, hein, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Ukraine, etc. Pour moi, les atermoiements des pays européens, la France, mais l'Angleterre, l'Allemagne, etc., c'est un accord profond avec Trump, pas la peine de se cacher avec la face. Pour eux-mêmes, sauf qu'ils sont obligés de tenir compte de leur opinion, ce qui les amène justement à nous voyer un peu. Si on nous avait interrogé en disant « mais c'est désespérant », or, Daniel a montré que, le droit international avait quand même des possibilités d'action et qu'elles étaient assez souvent mises en œuvre, tu as donné nombre d'exemples d'ONG, etc., etc. Moi, je trouve dans les lectures qui sont les miennes, dans l'observation de la réalité, s'il y a un mot qui devient de plus en plus partagé, c'est commun, c'est mise en commun. Et avec là aussi des actions concrètes. Alors bien sûr, poser sur la totalité du globe que le pétrole, l'eau soient mises en commun, je vais demander, j'ai une arrière-petite-fille maintenant, qu'elle veuille bien s'en occuper, mais ça prendra du temps. Hein. Par contre, c'est des combats qu'on peut mener d'une façon plus concrète et plus localisée, pays par pays. Mais l'internationalisation du mot commun, moi je trouve en ce moment, prend de la vigueur. Je n'oublie pas tout le négatif, mais je ne vois pas de raison d'inquiétude. Si, mais de tomber dans le pessimisme, non. Parce que pour moi, ça avance quand même. Vas-y. Ben non, moi je pense... Il a bougé de la tête. Donc oui, parce que, moi je sors d'une entreprise où il y avait un bien commun, c'était l'électricité, et puis on peut l'étendre à l'eau, à tout ce qu'on veut, mais au lieu d'aller dans ce sens-là, on a tout fait pour le casser. Donc l'électricité, je ne sais pas comment ça se fait, pendant des années, c'était
l'EDF qui était le kilowatt le moins cher d'Europe. Et puis finalement, on est devenu, comme les autres, aussi cher, même pas plus cher. Donc, on n'est pas prêt de gagner, quoi. Et je voudrais continuer sur le propos de mon ami là, c'est que non seulement on a cassé le truc, mais on n'a jamais vu un citoyen se mettre en colère pour remettre en cause cette démarche, cette cassure, cet effondrement. On a tout cassé. On l'a tellement bien cassé, c'est que non seulement le prix a augmenté, mais moi je me souviens, en étant en charge d'une certaine zone, quand on avait un gros coup dur, on n'avait pas besoin d'appeler les gars pour venir faire les dépannages. Ils venaient d'eux-mêmes. Ils avaient le service public dans la tête, dans le corps. C'était leur vie. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On l'a effacé. Et c'est ça, c'est bien plus grave que le prix du kilowatt. Enfin, pour moi. Et moi, je suis très, très pessimiste parce que on parlait de... on fait attention à l'opinion publique, mais l'opinion publique, on en fait ce qu'on veut. Oui. On la travaille, on la modèle comme on veut. On l'a bien fait en France. Et on l'a fait aussi dans plein d'autres pays. Et on parle de Gaza, on parle de l'Iran, on parle de tout ça. Mais qui parle du Soudan? Qui parle du Soudan? Hein? C'est pas la même tragédie. Elle est aussi forte. Elle est aussi forte. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur le globe terrestre? Mais il y a énormément et de plus en plus de tragédies. L'homme n'a plus d'importance. Aucune importance. Voilà. Alors peut-être que je vous ai un peu assommé, mais moi je ressens ça comme une réalité forte. Je sais que dans nos voyages, là, on a trouvé des gens, heureusement qui parlaient un petit peu français, comme ça on les comprendre, mais des Hollandais, notamment je me souviens, on discutait un petit peu, et ils disaient, mais oui, mais vous les Français, vous êtes toujours en train de râler, et vous n'êtes jamais contents. Et je pense que les autres pays, ils auraient dû faire comme nous, être toujours en train de râler. Et tout à fait, Parce que finalement, je sais pas, ça va de... À partir du moment où on râle plus, ben on se fait manger. Complètement. Un optimisme béat n'est pas forcément un élément de lutte très fort. Oui. Mais l'optimisme, parlant de la paix ce soir, c'est le premier élément de mobilisation. Tous les deux, je vous interroge. Où nous mène le pessimisme? À la démobilisation continuelle. Bien sûr. Alors, il y a de quoi, quand on regarde dans mon entourage familial, moi je me dis, bon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais ça nous mène, je reviens à la réalité humaine, avec tous les enseignements de l'histoire de France, de la Révolution, de la Commune, le Front populaire, etc. S'il n'y a pas l'optimisme du mouvement citoyen lutteur, mais on va où? Non mais je pense qu'on est d'accord, le terme optimiste n'est pas forcément le bon. C'est l'idée qu'il y a une possibilité d'autre chose. Le terme optimisme est toujours tout connoté, mais je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on dit souvent que les pessimistes sont condamnés à être spectateurs. Et je trouve ça assez juste. Moi, je ne suis pas optimiste, j'ai la conviction qu'il y a la possibilité d'autre chose. Voilà. Mais je ne connais pas le mot pour définir ça. Ouais. Oui, mais pour avoir la possibilité de faire autre chose, il faut des moyens. Les moyens, ça passe par l'information. Oui, et l'information, aujourd'hui, elle est massacrée. Et le niveau, d'abord, on a commencé par massacrer l'école, et comme ça, on fait des citoyens, quand ils sont un peu plus grands, on en fait ce qu'on veut. Et le moyen, pour l'instant, très franchement, moi je veux bien me entrer en résistance, mais avec quel moyen? Alors moi je suis chrétien, et j'ai un mot qui va bien dans ce que vous dites, ça s'appelle l'espérance. Et l'espérance, c'est pas du tout l'optimisme. Hein, c'est vraiment, bon, comme je suis chrétien, je pense que de toute façon, tous les gens qui disent qu'on va dans le mur, je dis non, il ne nous laissera pas aller dans le mur. Enfin, bon, en fait,
Et je sais aussi, vous avez évoqué ce mouvement de la paix, je sais qu'il y a un mouvement, et j'aurais aimé vous interroger là-dessus quand vous avez été sur le mouvement de la paix. Il y a un truc qui s'appelle Sant'Egidio qui essaye. Alors je voulais vous demander, dans votre parcours, si vous avez eu l'occasion de les fréquenter, est-ce que vous pensez en fait ça se passe à côté de leur action est bien cadrée par rapport à tous ces traités, mais ils disent aussi il y a d'autres moyens d'arriver à mettre des gens ensemble pour arriver à aller vers la paix. Et je pense que c'est important que l'on puisse se dire qu'est-ce que nous, à notre place aujourd'hui, on peut faire pour aller vers la paix. Moi, ce sera très simple, je vais aller au pèlerinage pour la paix à Sauvigny le 3 mai. Hein, voilà. Alors souvent, hein, après les conférences, mes conférences, on me dit « Ah ouais, mais vous êtes un optimiste, etc. » Bon, ça ne me gêne pas. Hein. Moi, le mot optimiste, pour moi, n'a aucune connotation. Moi, mon comportement, c'est toujours d'essayer d'être lucide et de prendre du recul par rapport au mouvement du monde, hein, aux turbulences de l'actualité. C'est ça la leçon, enfin moi ma leçon, hein, d'essayer toujours de voir à travers, au-delà de ce qui se passe, quels sont les mouvements, les tendances, hein, ne serait-ce que personnel, hein, à travers mon histoire personnelle. Je ne suis pas très jeune non plus. Hein. Je regarde mon passé, je regarde mon enfance, etc. Je vois le monde, quand même, un monde qui a sacrément changé, sur un certain nombre de choses qui a évolué positivement. Bon, alors après, plus on avance dans l'âge, on a tendance à idéaliser ce qu'on faisait avant. Il y a des moments, hein, j'ai envie de rappeler à des gens comment ça se passait il y a 60, 70 ans, hein, chez nous. Donc, ça c'est la première, c'est un peu pour ça que, par exemple, parlant de droit international, j'ai essayé de montrer hein, qu'il y avait des évolutions. Et le problème est que, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème d'information qui a changé, qui a évolué, qui est devenu de plus en plus spectaculaire, de plus en plus instantané, et que c'est difficile. Et moi, je regrette que mon ancien enseignant, c'est l'éducation à l'information est un domaine qui est complètement négligé dans l'enseignement scolaire. Hein. Depuis, ça fait 60 ans hein, que je vis, hein, quand les premières télés sont apparues, ou même plus vieux, le cinéma, on n'a pas appris à l'école à lire une image, ça se lit. Ça ne se regarde pas, ça se lit. Hein. Un plan, il y a des règles, tout ça, il existe des codes hein, pour lire des images. Et ça, on n'apprend pas, hein, de même qu'il y a un discours aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc. En dehors d'initiatives individuelles d'enseignants, il n'y a pas de structuration pour apprendre à nos petits-enfants, hein, à nos petits-enfants, comment on décrypte hein, les réseaux sociaux, ce qui s'y passe et tout. Moi, j'ai de la chance, j'arrive à discuter avec mes deux petits-fils. Hein, bon, ben, c'est intéressant. Hein, discute un influenceur, ouais, il est en train de te bourrer le mou quand il dit ça, parce que ça, il a truqué pour le faire. Enfin, hein. Mais en même temps, c'est riche parce que quand votre petit-fils qui a 11 ans, 12 ans, là, disons, il est fou, là, celui-là, en Corée, là, ils vont envoyer des missiles partout. Ah, bon, hein, on discute. Hein, parce que on a aussi, par exemple, aujourd'hui, une information qui est à la fois à l'écran, et en même temps, à la porte, si on est capable d'aider à l'assimiler, la porte de la porte. Les réseaux sociaux, par exemple, c'est la meilleure à la paire des choses. C'est aussi le moyen, ça donne des pouvoirs à l'individu,
hein, bien utilisés qu'on n'a pas connus. Moi, dans ma jeunesse, hein, pour transmettre ou diffuser des idées, hein, j'ai connu le truc comment là, il y a la pierre humide, mais enfin, le truc à encre, etc. Hein, après la rodéo et tout. Bon. Ça pour un fax, en dehors des grosses organisations, personne n'avait de fax. Hein, le téléphone, etc. Aujourd'hui, il y a par exemple, des mouvements sociaux qui sont déclenchés dans certaines parties du monde parce qu'il existait des moyens nouveaux, y compris dans des pays où la pression des structures était très forte, on était en dictature ou autre. On connaît l'histoire des parapluies roses, parapluies bleus à Hong Kong, même en Iran, hein, malgré le blocage, on arrive à trouver des formes. En Chine, il y a une vie sociale, il y a les réseaux officiels, il y en a d'autres, voilà. Donc on a un caractère, je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans les mouvements du monde, dans les mouvements de la société, tout ce qui bouge réellement et surtout tout ce qui donne des points d'appui possibles pour essayer d'avancer. Et c'est ça la question. Par exemple, EDF. Ouais, il y a eu donc tout ce qui s'est passé depuis 20 ans, y compris la fixation maintenant du prix de l'électricité qui n'a rien à voir avec le prix réel du kilowatt en France. Hein, mais avec le débat sur les crises, hein, moi j'ai vu des gens entendus à la radio ou autre, des gens dire, se poser des questions, des problématiques. Est-ce qu'il ne fallait pas avancer, modifier la manière de prendre les questions de la tarification de l'énergie, etc. Hein, et la question de notre homme, c'est où en est le mouvement de la paix? Ah ben sur le mouvement de la paix, alors il ne devait pas être sans exigeant. Hein. J'avais travaillé avec eux, moi, mais c'est vieux, c'est il y a 20 ans. Hein. Et notamment, ils étaient parmi ceux qui étaient l'initiative de la fameuse marche de Padoue, de Assise à Padoue, les 23 km de marche, moi qui ne suis pas un marcheur. Hein. J'ai fait 2 marches. Une de 23 km d'Assise à Padoue, et une autre de 43 km 500. Ah, c'est quand tu as fait le marathon, ça. Oui, 2 marathons à Athènes. Hein, en manifestant avec le mouvement de la paix grecque, les communistes grecs aussi, parce que cette fameuse marche de marathon à Athènes, pour ceux qui sont de notre génération, elle est faite tous les ans en commémoration de l'assassinat du député grec, hein, qui avait été mis à l'honneur par le film de Z de Costa Gavras. Hein. Et donc vous avez, suivant les années, 2-3 000 personnes qui marchent toute la journée de 43 km et pas des marcheurs. Hein. Moi je me souviens l'année où je l'ai fait, il y en avait qui étaient bancales, il y en avait qui étaient en tongs, il y avait des ménagères. Hein. Moi j'ai marché. Hein. Le mouvement de la paix. Et donc, comment dire, le mouvement, non, je ne veux pas parler directement du mouvement de la paix, puisque je n'ai pas de responsabilité depuis 20 ans. Non, moi je pense une des évolutions, je pense, qu'il y a eu, y compris dans les 80 ans sur le mouvement de la paix en général, c'est qu'on est passé d'expressions donc de masse populaire, très générale, qui était efficace. À l'appel de Stockholm en 1950, recueil des centaines de millions de signatures, alors dans les pays socialistes souvent de manière artificielle, mais en France plus de 10 millions. Hein. Ça joue un rôle donc ensuite sur le non-emploi de l'arme atomique, parce que vous savez que les pères français avaient demandé au général américain MacArthur en 1951 de les aider à utiliser, lâcher une bombe atomique au moment de l'Irak fou. Hein. Et il a dit, pas. Hein. Bon, il y a eu dans toutes les périodes, mais le mouvement de la paix, dans toutes ses composantes, a évolué.
parce que là aussi, dans les années 90, grâce aux enceintes multilatérales, au sein de l'UNESCO, il y a eu tout un tas de débats et est apparue une notion, la notion de culture de paix. Donc que la paix, c'était à la fois tout un ensemble de notions, hein, d'information participative, de rapport à l'autre, de désarmement, mais pas que. C'est-à-dire que je pense que c'était, enfin moi je l'ai vécu comme ça, c'était un moment d'évolution où le rapport avec d'autres se modifie, c'est-à-dire où on peut se retrouver à la fois sur des actions, je vais dire, extérieures, et en même temps sur une approche intellectuelle, personnelle de la paix, d'autres diront spirituelle. Hein, mais bon, ça ne sera pas mon langage, mais c'est comme ça. Hein. Mais après, je pense que le mouvement de la paix souffre de la situation actuelle, mais il y a des possibilités. Par exemple, à Saint-Étienne, je suis donc à côté de Saint-Étienne, on s'est retrouvés, ça fait 3 ans qu'on se retrouve pour faire une initiative pour le 16 mai. Le 16 mai, c'est la journée internationale du vivre ensemble en paix, décidée par le gouvernement. Hein? On est un collectif d'une dizaine d'associations, dont les 3/4 sont des associations diocésaines, dépendant du diocèse, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, à mon avis, il n'y a pas d'opposition entre l'aspiration individuelle de chacun suivant ses raisons à la paix et l'aspiration collective. Mais après, ça passe par d'autres canaux, qui sont politiques au sens large. Voilà. Quel engagement aux citoyens, si Dieu, hein, si on préfère. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, concrètement, est-ce qu'on laisse ce virage qui est en train de se faire en Europe et en France de réarmement, hein, qui va se traduire par des chiffres, des dépenses faramineuses en termes pour les armes, hein, on va rajouter plusieurs dizaines de milliards d'euros de plus en France. L'Allemagne va avoir un budget d'armement extraordinaire, alors qu'on sait bien que ça sera pris ailleurs. Hein, ça sera pris ailleurs, ça sera pris sur les besoins essentiels, sur des dépenses sociales, sur des dépenses de santé, etc. Et on sait bien que, tous, vu l'âge qu'on a, les 25 dernières années, on les a vécues, il y a eu plusieurs crises, hein, depuis l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, la Libye, etc. Toutes, ce sont des solutions militaires qui ont été mises en œuvre. On est bien d'accord. Là, personne ne peut le contester. Toutes. Et toutes, elles se sont cassées la gueule. Hein, voilà, l'Afghanistan, la Libye, ça a été une pétaudière. Tous les groupes terroristes descendants sont descendus plus bas en Afrique, etc. Toutes, c'est un échec. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on recommence? On continue dans cette logique. Hein? On dit qu'il y a une menace. Quelle est la menace russe aujourd'hui, par exemple? Bon, encore faut-il ne pas raconter n'importe quoi, parce qu'elle est largement surévaluée. Hein? Les chars russes sur les Champs-Élysées, il faut être sérieux. Non, mais il faut le dire, quoi. Mais les gens, ils y croient. Hein. Il y en a qui croient, oui. C'est pour ça que je suis là ce soir, parce qu'à chaque fois qu'on aborde le sujet avec des personnes que je connais, pour eux, Poutine va être là. C'est plus important de nourrir la guerre que de réparer nos hôpitaux. Et parce que les Russes vont arriver. C'est déjà arrivé en 81. Oui. Pour ceux qui ont un certain passé, hein, les chars russes devaient arriver en 81 sur les Champs-Élysées. Bon, à l'époque, on aurait pu dire au moins, il y aurait eu des chars russes, des chars allemands, des chars tchèques, des chars polonais. Ça aurait pu avoir une crédibilité. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus que des chars russes, et les chars russes, ils ont du mal des gens d'Ukraine. Il faut être sérieux, quand même. Hein. Bon, et deuxièmement, voyons bien qu'en Ukraine, une des raisons, c'est évidemment l'aveuglement de Poutine, mais c'est aussi une volonté, une politique où il y a eu depuis 20 ans un changement d'attitude. Depuis la fin de la guerre froide, on a dit, bon bah, on a fait sauter les Russes, hein, les Soviétiques, maintenant
ils bougeront plus, on peut avancer. Et, chaque pays qui est rentré dans l'Union européenne, on l'a fait entrer dans l'OTAN et tout, on a créé une situation où les questions d'accords diplomatiques sont toujours passées après les questions de rapport de force. Hein, et c'est quand même ça, au niveau stratégique, qui motive les Russes. Hein, c'est pas, quel que soit, hein, là encore, hein, le type de raisonnement d'un Poutine. Donc, une menace, quand il y a une menace, il y a deux solutions. Pour revenir à ça, cette menace, où vous y répondez par le même type de réponse, donc vous montez la menace, vous créez une spirale, on vous brûle votre voiture dans le quartier, vous prenez le fusil à pompe derrière les volets, hein, pour être prêt à tirer. Non, c'est ça, hein, l'escalade de la menace. Ou vous cherchez à faire baisser le niveau de la menace qui est en face. Et vous trouvez des solutions pour essayer de voir ce qu'il y a derrière, pour essayer de trouver des accords, etc., qui permettent de contrôler et tout. C'était ce qui s'était passé un peu il y a 50 ans, 75 en Europe. Hein. Il y avait eu tout un tas de discussions, ça avait abouti sur ce qu'on appelait les accords d'Helsinki. Il y avait tout un tas, disons, pas de corbeilles, hein, de domaines, des accords sur la liberté de circulation, la liberté touristique, etc. Bon, ça crée une certaine détente. Certains disent que, même des historiens disent que c'est peut-être une des raisons qui ont permis la chute du mur. Bon, mais ça c'est un débat d'historiens. Hein. Mais aujourd'hui, c'est bien ça la question. Qu'est-ce qu'on fait? En Europe, on est condamnés à vivre ensemble. On est sur le même continent. Hein. Donc, quelles mesures, quelle politique on prend pour faire? Deux remarques. Comment on fait pour se passer de l'aide américaine, ce qui ferait qu'en Europe on aurait une certaine autonomie, on n'aurait plus besoin de dire les Américains vont nous aider s'il y avait une guerre. Deuxième chose, là, pour discuter, il faut être deux. Il me semble que quand Poutine a envahi la Crimée, on a discuté. Et je ne sais pas en quelle année c'était, je ne m'en rappelle plus, mais enfin, après il a envahi l'Ukraine. Donc on va discuter sur l'Ukraine. Alors oui, il n'y a pas besoin d'avoir peur, à mon avis, la Russie, puisqu'il a pris quoi, en 3 ans, il a pris 20% de l'Ukraine. Si c'était une armée extraordinaire, l'Ukraine, il n'y aurait plus personne. Enfin, ça serait tout russe. Donc là, on va négocier avec lui, il veut le Donbass. Est-ce que dans 5 ans, 6 ans, il va vouloir quoi, la Lituanie, l'Estonie, il va vouloir les Pays-Baltes, quoi. Donc le fait pour discuter, il faut être deux. Et on a en face de nous quelqu'un qui n'a pas envie de discuter. Après, on pourrait alors, ce qu'il faut, c'est se dégager des États-Unis, à mon avis. Alors, la solution qu'on prend aujourd'hui, c'est de mettre des milliards dans l'armée. Bon, c'est sans doute pas une bonne solution, mais comment on pourrait faire pour se dégager de cette puissance américaine? Bon, on est cloué par le dollar, il faudrait trouver autre chose, mais ça a été bien fait en 1945, hein, c'est pour ça qu'ils ont mis le dollar. Voilà, comment on fait? Simplement, je pense, en posant la question dans l'autre sens. Parce que si on pose comme postulat au départ, que de toute façon, comment on fait pour se débarrasser, dégager des États-Unis, sous-entendu, dans le même type de rapport de construction donc, de forces militaires, hein, si on le prend comme ça, et si on le prend par rapport à Poutine, de toute façon, dans 5 ans, il voudra la Lituanie, etc., ça veut dire qu'au départ, on cherche une réponse, mais on a déjà donné des éléments en face. Alors, reprenons-le. Ben, oui. L'exemple de la Crimée, c'est quand même... Eh bien, l'exemple de la Crimée est très clair. Hein. L'exemple de la Crimée est très clair. Hein. La Crimée, ça s'est passé, donc, après tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, il y a eu une sorte d'encerclement, hein, de la Russie par les nouveaux adhérents à l'Union européenne et leur entrée dans l'OTAN. Hein. Et Poutine a réagi comme Trump aujourd'hui, hein, de manière complètement égoïste en termes de puissance, puisque c'est ça, je ne veux pas me faire baiser, je vais m'assurer un débouché économique pérenne sur la mer Noire. Hein. Bon, on a été capable à ce moment-là
quand même, à l'époque, de trouver un accord, parce qu'il y a eu dans le rapport de force de l'époque, on a trouvé un accord. Le problème, et cet accord, les deux garants, c'était l'Allemagne et la France. Voilà, et ce n'était pas vraiment sous l'égide des Nations Unies. C'est ça. C'est un des problèmes. Et plus tard, les deux garants, un des responsables pour la France, c'était un nommé François Hollande. Et il y a 4 ans, dans une interview, il a dit, mais de toute façon, les accords, on ne voulait pas les appliquer, c'était juste pour gagner du temps. Il a craché le morceau. Bon. Et dans les accords, par exemple, il y avait des dispositions sur l'autonomie du Donbass, sur la langue, etc. Il y avait un certain nombre de... Bon. Les deux partis, aussi bien les Russes que les Ukrainiens, ont tout fait pour ne pas les appliquer. Mais on n'a pas créé les conditions pour mener une pression internationale là-dessus. Au contraire, on a même poussé, on a soutenu, il ne faut pas être trop naïf non plus, on a soutenu des changements politiques à Kiev, en Ukraine, ce que certains ont appelé la révolution du Maïdan. Mais les gens ne sont pas au courant de ça, et ça c'est terrible, c'est terrible. Il y a Bon, des méconnaissances terribles. parce que, je veux dire qu'il se joue un jeu, malheureusement, d'influence dans les deux sens, quoi. À la fois les Russes, quand ils peuvent essayer d'avancer des pions dans certains pays, ils le font, et nous on essaye aussi d'avancer les nôtres. C'est le débat sur la Géorgie, sur la Moldavie, et tout. Bon, mais on avait été capable de faire un accord. Et on ne l'a pas fait respecter. À mon avis, il n'y a pas une seule responsabilité. Et là, je vais... t'arrêter. C'est priorité à la démarche diplomatique. Une négociation diplomatique. Oui, mais négociation après en créant des rapports de force, donnant. Pour que chacun y trouve un intérêt. Il était clair qu'après, quand ça s'est terminé comme ça au boudin à la Crimée, et que, en fait, la seule perspective, c'était d'inciter l'Ukraine à entrer dans l'Union européenne et entrer dans l'OTAN. Bon, les Russes... Si on n'était pas point liés aux US, l'OTAN, il serait peut-être pas... Que l'Ukraine veuille rentrer dans l'Europe serait plutôt bien, mais il ne faut pas associer ça à l'OTAN. Et s'il y avait pour les Américains derrière, peut-être qu'on ne les aurait pas obligés à rentrer dans l'OTAN, qui a posé un problème. Le problème, c'est qu'il y a la moitié en Europe, il y a la moitié des pays européens en particulier, tous les pays nordiques qui sont plutôt liés, qui sont liés à l'OTAN, y compris. C'est ça qu'il faut essayer de diminuer. Oui, si mais là, ça suppose donc d'essayer d'avancer pour que les Européens discutent entre eux. Mais ils discutent aussi avec les autres Européens d'en face. Ils discutent avec les autres Européens d'en face. Après, Poutine donc, a réglé son problème pour empêcher que l'Ukraine soit du côté OTAN. À mon avis, je ne vois pas ce que Poutine n'a aucun intérêt à aller ailleurs. Parce qu'il faut pouvoir contrôler ailleurs. Et puis pour lui, c'est pas les Russes depuis avant Poutine, depuis Napoléon, tout ce qu'ils cherchent, c'est à se protéger un classique pour pas se faire avoir. Bon, donc c'est ce qu'on avait essayé après la fin de la guerre froide de construire avec des accords et des coopérations entre pays. Ça a duré jusqu'en 2005. On avait renforcé ce qu'on appelle l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. C'est-à-dire donc une organisation où tout le monde, tous les pays européens y soient. En fait, au bout de 2-3 ans, on a donné titre là, pas de blé à moudre à l'organisation. Le truc sérieux, c'est l'Union européenne et c'est l'OTAN, c'est-à-dire donc. Voilà. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on veut dominer une partie? Ou est-ce qu'on veut des relations équilibrées entre tous les pays sur des bases qui soient avantageuses? Ça marche comme ça. C'est un peu, c'est la leçon. Pourquoi c'est la leçon depuis 80 ans
de la Charte des Nations Unies, hein, les pays s'entendront dans la mesure où ils sont liés par des accords sous-entendus qui soient avantageux. Parce que tous les pays du tiers-monde, depuis 80 ans, ils ont poussé à ça, à un rééquilibrage. On a un besoin de rééquilibrage du monde, quelque part, hein, entre les pays les plus riches. Voilà. Hein. Vas-y. Oui, moi je voudrais il y aura beaucoup de choses à dire. Et je pense aussi qu'il faut prendre en compte aussi la question des mobilisations des peuples. Il y a l'aspect, bien sûr, le droit international s'appuie sur l'existence des institutions de droit international, etc. Mais il y a aussi une mobilisation des peuples. Il faut, je prendrai deux exemples. La guerre du Vietnam. Qu'est-ce qui a fait que les Américains ont quitté le Vietnam? C'est notamment la mobilisation, notamment de la jeunesse américaine, dans les campus, et si on prend aujourd'hui la situation, on peut dire il y a de quoi être pessimiste et tout, optimiste, pessimiste. Aux États-Unis même dans la situation actuelle, avec quelqu'un comme Trump, il y a eu les 8 millions de manifestants qui a échoué il y a 3 semaines. Oui. Il y a 3 semaines. Bon, si on prend Israël et qui sont le peuple palestinien, en Israël, à Tel Aviv, il y a 1000 Israéliens qui ont manifesté. Il y a un certain nombre d'organisations qui sont très, bien sûr, minoritaires, mais qui commencent à grossir. Et dans le monde, hier, il y avait un article sur tous les Israéliens qui habitent à la limite du Liban et qui disent on ne peut plus, on court à la catastrophe. Nous, on prend les bombes aussi, les missiles, et c'est la faute de Netanyahou. Bon, et je pensais, par rapport à la guerre de 14-18, avant août 1914, il y avait un mouvement ouvrier international, il y a eu des mobilisations très puissantes contre la guerre. Bon. Ensuite, c'est parce que les dirigeants, notamment, ont fini par accepter je simplifie forcément, accepter de rentrer dans la logique de guerre, donc finalement, Jaurès a été assassiné, la guerre a eu lieu. Le nombre de personnes qui ont, à l'époque, dans des familles, qui ont dit, ils rappellent que les gens ici dans les campagnes, quand ils ont dit Jaurès a été assassiné, on aura la guerre. Bon. Mais il y avait, même à Montluçon, comme dans toute la France, en Allemagne aussi, il y avait encore, fin juillet, de gigantesques manifestations contre la guerre, appelées par les syndicats, appelées par les partis du mouvement ouvrier, et finalement la guerre a eu lieu. Bon, donc voilà, je pense qu'il faut, le problème aujourd'hui, c'est finalement comment arriver à recréer, reprendre tout ce mouvement contre la guerre. Voilà. Surtout l'engagement, on parle des engagements tout à l'heure, là si on se regarde, on n'est pas tout jeune, c'est-à-dire que l'engagement des populations, il y a du travail, quoi. Vous en parlez aussi, que c'est un vrai drame, parce qu'on est transformé en figurants. La population, on n'est plus que des figurants, quoi, quelque part. Au niveau actif, politique, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la main. Depuis les Gilets jaunes, les gens sont quand même assez calmés. Depuis la répression des Gilets jaunes, les gens sont calmés. Quand même. Et puis il y a une désinformation terrible de la population. Il y a surtout des mesures de répression, quoi. Moi, je trouve que les mesures de répression pour empêcher les gens de manifester, c'est vraiment important, quoi. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Beau, en Suisse, qui a fait une chaîne qui dit exactement ce que vous dites. Enfin, tous les personnes qui s'y connaissent en géopolitique et qui ont un avis mesuré, qui expliquent pourquoi les Russes font ceci, l'historique des choses, etc., en essayant d'avoir une vision le plus objective possible. Jacques Beau s'est fait couper tous ses comptes par la Commission européenne.
Donc dès qu'il y a des gens qui disent les choses telles qu'elles sont, de manière objective, et ils sont empêchés de Juste parler. consommer et être content. Donc ça devient vraiment difficile. Non. Oui, je pensais à une chose. Aux dernières rencontres de l'atelier, tu étais intervenu sur la question des financements de l'enregardement de la jeunesse actuellement. Actuellement, donc on multiplie les classes dites de défense, je ne sais pas, ça porte différents noms, mais de plus en plus on voit des représentants de l'armée qui vont dans les écoles, qui font parfois faire des simulations d'entraînement aux gamins, et je pense qu'il y aurait une initiative à prendre là-dessus sur la question effectivement de l'enregardement de la jeunesse. C'est comme avant 14, il y avait les bataillons les bataillons. Ça a duré jusqu'en 1905, oui, Ouais, les bataillons dans les écoles primaires, on avait poussé. Tous les cas, si on résume, vous dites nous manquons d'informations, il y a toutes les manœuvres, etc. Mais est-ce que le cœur de vos 4 interventions, c'est pas la question vitale, c'est de faire jouer le rôle au peuple, de le mobiliser, sinon on n'y arrivera pas. Nous sommes des figurants. Alors là, c'est pas possible. Nous sommes. Voilà, c'est ça. Mais, Olivier Marlex a essayé de dénoncer, enfin de parler d'Alstom, etc., de ce qui s'était passé à l'époque, il est mort. Après, il y a des suicides. En ce moment, ça devient vraiment difficile. Mais moi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Quand je parle justement, si j'essaye d'expliquer les réalités du droit international, la notion d'intérêt global et de règlement de copropriété commune, c'est dans l'idée que c'est un outil pour agir. En tant que mouvement populaire. Bon, je ne crache pas sur la judiciarisation de certaines actions, mais à mon avis, c'est un aspect. Il y a des associations de juristes qui mènent des actions et tout très bien. Mais c'est l'idée que comprendre que le droit international, le premier truc, c'est que tous les États du monde ont signé il y a 80 ans un texte qui dit que les conflits, les problèmes doivent se régler par la diplomatie et la négociation. C'est l'engagement commun de tous les pays. C'est ça qu'il faut répéter. Même la question, on essaye de nous bassiner, de nous tromper avec la notion de légitime défense. Un pays qui a droit. Il existe dans la Charte des Nations Unies un article qui parle du droit de légitime défense pour un peuple qui attaque tout. Ok. Mais c'est pas un droit de légitime défense à durée indéterminée. Et proportionné aussi. Non, c'est pas proportionné. C'est pas un droit à durée déterminée, il est encadré. C'est-à-dire qu'un État a le droit d'user, donc de se défendre, d'user d'un droit de légitime défense, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris en compte le problème et s'efforce de trouver une solution. Ça veut dire quoi? Par exemple, si on prend les 2 exemples, enfin moi, mon interprétation, qui est malheureusement, à mon avis, pas assez développée ou réfléchie, sur l'Ukraine. Quand les Russes attaquent l'Ukraine, moi je suis d'accord pour qu'il y ait une réaction internationale de condamnation et même d'aide, y compris matérielle à l'Ukraine, pour empêcher qu'elle soit envahie et écrasée complètement. Donc ça, pendant les 4, 5, 6 mois, jusqu'à ce que le front se stabilise, on va dire, en termes militaires. Après, et ça c'était février 2022, donc jusqu'à, mettons, l'automne 2022. Là, le front s'était à peu près stabilisé. Et ensuite, la responsabilité des membres permanents du Conseil de sécurité, c'était de trouver une solution, de pousser à une solution politique. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui ont essayé d'avancer, qui ont fait des propositions, les pays, la Turquie, la Chine, à l'époque, l'Afrique du Sud, le pape qui avait ouvert ça, le précédent pape, tous ils se sont fait, boum,
soit par les pays, soit par la presse, etc. Le pape, je dis le pape parce que je me rappelle bien, hein, il avait fait, y compris, il avait dit s'il faut aller à Moscou, j'irai à Moscou et tout. Il y avait eu un article dans Le Monde, hein, pour dire mais de quoi il se mêle, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça avait été vraiment d'une violence intellectuelle. Bon, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Et ce qui a été pris comme position, c'est la paix par la force, au niveau de l'Union européenne et de la France aussi. Hein. On en est au 20e plan de sanctions qui vient d'être adopté par l'Union européenne. Hein. Moi, je ne suis pas pour faire un cadeau à Poutine, mais on n'a pas mené des efforts politiques qui étaient obligatoires pour trouver une solution diplomatique et politique à ça. On a simplement voulu trouver une solution par l'écrasement d'une des deux parties. Concernant Israël, même, si on réfléchit bien, l'attaque donc du 23 octobre, hein, 7 octobre, du 7 octobre, menée essentiellement par les groupes du Hamas et puis d'autres groupes armés, est absolument condamnable. Pour moi, ça ne fait pas photo, c'est une attaque terroriste, elle est destinée à semer la terreur. Là, au terme étymologique du terme, quoi. Hein, et elle est, voilà, fondamentalement, c'est des crimes de guerre, dans la mesure où il y a ça, on voit bien qu'il y a un certain nombre des actes qui ont été menés contre des civils, contre des femmes, etc. Et ils ne sont pas nés dans la tête qu'il y avait des consignes. Bon, Israël avait donc le droit de se défendre, le droit de riposter. Mais ça voulait dire quoi? Ça veut dire que, donc, chasser les agresseurs, reconquérir un terrain jusqu'à la frontière, resécuriser la frontière pour pas qu'il puisse y avoir une autre attaque de genre, et puis ensuite développer l'action pour que les responsables de ces actes soient poursuivis et punis, en se tournant vers le Conseil de sécurité de l'ONU et tout. C'est ça la logique normale, hein, du droit de légitime défense. C'était pas la poursuite d'une guerre indéfiniment. Or, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a des choses qu'il faut redire. Il n'y a pas de, y compris, il n'existe pas de droit de légitime défense préventif. Ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. À ce moment-là, non mais, ça, on peut l'expliquer, hein, il n'y a pas besoin d'être juriste, on peut l'expliquer à son voisin. Parce que s'il y a un droit de défense, de légitimité de défense préventive, votre voisin qui fait du bruit le soir jusqu'à minuit, vous lui tapez sur la gueule pour que... Préventivement. Non. Donc, c'est ça, l'enjeu qu'on a, c'est comment on sort on réagit par rapport au discours dominant et comment on se sert des règles de vie communes. Elles sont bonnes dans la société en bas, dans la société, dans la ville, dans l'État, et elles sont bonnes, nécessaires à l'échelle internationale. Mais ça, il faut l'expliquer simplement à son voisin, parce qu'autrement, il vous ressort ce qu'il a entendu. Voilà. À la terre, à la radio. N'est-ce pas une belle conclusion pour notre soirée? Merci infiniment, Daniel. Merci. Bravo. Merci à vous tous et tous d'être venus. Je me tourne vers vous, vous avez dit, mais les gens ne savent pas, etc. Vous venez à notre prochaine rencontre, je vais vous en parler, vous emmenez 10 personnes avec vous. Voilà. Un petit merci, je ne sais pas si quelqu'un en est membre, Léna Danda, qui nous accueille dans ses locaux. Bravo. Merci pour l'essai en papier dans la montagne d'hier, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais bravo. Et pour les infos que je ne connais pas, mais que je résume, à RNB. La prochaine rencontre aura donc lieu le jeudi 21 mai, ici même, avec Jacques Fath. Jacques Fath est spécialiste des relations internationales, des enjeux de la paix et de la conflictualité mondiale. Si Jacques écoute, tout le monde écoutera. Il y aura plus que... Juste, je vous demande 2 secondes, pas plus. Donc je recommence. Jacques Fath est spécialiste des relations internationales, des enjeux de la paix et de la conflictualité mondiale. Petit appel, il y a, dans ce petit bout de table pourrait suffire, si vous voulez nous aider,
nous ne sommes riches que de notre propre apport, nous les Il y animateurs. en a qui veulent lire, et aussi. Et alors, Les voilà, amateurs, mais- le livre de Daniel Durand est là, on encaisse et on dédicace si vous le souhaitez. Si jamais une ou un parmi vous n'a pas assez de force pour rentrer chez soi, a besoin d'un petit réconfortant, on fait un petit casse-croûte, il y a encore une place ou deux. Bonne soirée au jeudi 21 mai. Merci.